Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Paris, Grand Palais éphémère, Forum Bois Construction 2021. Et nous continuons notre série Notre-Dame, on va l'appeler comme ça. Et j'ai avec moi monsieur Frédéric Epaut, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS. Oui. On ne présente pas le CNRS. Et vous êtes surtout spécialiste de charpente médiévale. Vous êtes aussi l'auteur d'une étude archéologique sur la charpente de Notre-Dame. Et c'est de ça dont nous allons parler, mais pas seulement, parce que nous allons aussi voir comment reconstruire aujourd'hui Notre-Dame avec des bois, des forêts alentours, on va dire. Déjà, cette étude archéologique, parlez-nous un petit peu de l'histoire de cette charpente. Alors, quand la charpente de Notre-Dame brûle, en fait, on s'aperçoit paradoxalement que cette charpente a été très peu étudiée. Par chance, elle avait été relevée en 2015 par Rémi Fromont et Cédric Transo. Donc, Rémi Fromont est aujourd'hui architecte en chef des monuments historiques au chantier de Notre-Dame. Et puis Cédric Transo, aujourd'hui, architecte du patrimoine. Et donc, grâce à ce relevé, on a pu quand même avoir beaucoup d'informations sur cette charpente. Mais effectivement, en dehors de ce relevé, on avait très peu d'informations, donc très peu de datation dendrochronologique qui a été faite dans les années 90, mais qu'il a fallu complètement réviser, et très peu de photos. Est-ce qu'on sait pourquoi on ne s'était pas vraiment intéressé à cette charpente, à Notre-Dame? En fait, il y a très peu d'études archéologiques sur les charpentes médiévales en France. D'une manière générale, c'est pas lié d'une manière générale. à Notre-Dame. Et Notre-Dame devait être étudiée dans les années à venir. Donc il y avait effectivement... Il était prévu qu'elle soit étudiée, mais pour l'instant, il y a encore beaucoup de charpentes de cathédrales du XIIIe siècle qui ne sont pas encore étudiées, comme la cathédrale de Sens, par exemple, l'une des plus grandes charpentes du médiéval, qui n'est pas du tout étudiée. Il y en a d'autres encore. Pourquoi on parle d'archéologie ? Parce que c'est une approche qui étudie d'une part les matériaux, les techniques, les structures, et qui doit s'intégrer dans un contexte historique. Donc, à travers l'étude archéologique de cette charpente a permis de comprendre quelles étaient les structures du XIIIe siècle et de savoir comment elles ont évolué au cours des siècles. Donc, s'il s'agit donc d'un relevé qui analyse non seulement bien sûr les bois à travers les analyses d'Andro, mais aussi les assemblages, toutes les techniques de mise en œuvre, mais aussi leur évolution à travers le vécu du monument. Donc, on rattache l'étude de cette charpente aussi au monument, au chantier de la cathédrale gothique. Au chantier de la cathédrale, c'est un ensemble, voilà. Ça va plus loin qu'une simple étude de charpente. Voilà, c'est ça. Et c'est surtout une étude qui se rattache à l'histoire du monument et à l'histoire avec un grand H. Donc, qui est souvent, parfois, les grandes étapes aussi des chantiers sont liées parfois à des événements historiques. Donc, effectivement, c'est une étude archéologique. Alors, justement, qu'est-ce qu'elle a révélé, cette étude archéologique, qu'on ne savait pas ? Alors, elle a révélé que une grande partie des structures étaient en place, étaient bien d'origine. Et comme par exemple la croupe absidiale, qui est une structure extrêmement complexe, qu'on pouvait penser être datée de Viollet-le-Duc, mais qui ne l'était pas, qui était bien d'origine. On a constaté qu'elle avait été très peu restaurée. Et que ces restaurations étaient très tardives, notamment du XVIIIe siècle, qu'elles étaient liées uniquement à des problèmes d'infiltration, parce qu'il y a un manque d'entretien des couvertures au XVIIe siècle. Et il y a eu aussi une reprise au XIXe siècle avec Viollet-le-Duc, mais qui a été un petit peu abusive, excessive. Et en fait, ça a révélé que cette charpente du XIIIe siècle était très efficace, qu'elle a réussi à traverser 8 siècles sans dommage, et qu'il y avait très peu de défauts de conception. Pas de défaut de conception, juste des problèmes liés, comme tout à chacun, si on n'a pas une bonne toiture, ça abîme la charpente. Voilà, et s'il n'y avait pas eu ces défauts de couverture, on ne serait pas intervenu. De restauration. Et c'est quelque chose qu'on observe aussi sur de nombreux autres charpents du XIIIe siècle. Ce sont des ouvrages qui sont très bien conçus, très bien exécutés, avec des techniques d'équarrissage qui sont très performantes, et aussi des techniques d'assemblage aussi très efficaces, et aussi une qualité des bois qui est tout à fait remarquable. Et ça a permis aussi de montrer, cette étude, que 93% des bois qui étaient consommés dans cette charpente, qui étaient utilisés, c'était des bois de faible diamètre, comme on le voit aussi sur d'autres grandes charpentes du XIIIe siècle. Voilà, ça a permis de battre en brèche, ça permet de battre en brèche pas mal d'idées reçues. Et puis c'est un petit peu la deuxième partie de notre discussion. Est-ce qu'on a tout dit sur l'étude ? Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez ajouter sur cette étude archéologique qui a révélé certaines choses auxquelles on ne s'attendait pas ? Ou même, est-ce qu'elle, par rapport aux autres charpentes qu'on étudie, est-ce qu'il y a des particularités ? Cette charpente a montré quelque chose d'assez rare, d'assez unique même,
C'est-à-dire que le maître charpentier qui a réalisé cette charpente, qui était le responsable de cette construction, il a expérimenté de nombreuses techniques d'assemblage, que ce soit dans la nef comme dans le chœur. Et ce qui est assez remarquable, c'est que c'était une sorte de chantier expérimental. C'est-à-dire que sur les premières travées, il a testé plusieurs solutions, plusieurs techniques, en cherchant certainement le meilleur équilibre. Et à peu près vers le milieu de la charpente, il a trouvé la meilleure solution qu'il a utilisée sur le reste du vaisseau. Et cette approche expérimentale, on l'a aussi bien sur la charpente de la nef, qui date de 1215, que celle du chœur, qui est de 10 ans plus tard, en 1225. Ce qui montre bien que cette approche expérimentale, qui est quand même rarissime, témoigne que ces deux charpentes ont été réalisées certainement par le même maître charpentier. D'accord, même maître charpentier, et déjà à l'époque on expérimentait. Voilà. Il n'y a pas de raison d'ailleurs qu'on ne le fasse pas, hein. Des fois on a des idées reçues. Donc, ça vous apprend beaucoup de choses, mais il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que vous voulez un peu battre en brèche les idées reçues sur la reconstruction de cette charpente. Oui, parce que après l'incendie, on a entendu dans les médias beaucoup de bêtises, on va dire, sur le fait qu'il était impossible de refaire une charpente en chêne, qu'il fallait raser des forêts pour pouvoir la reconstruire, qu'il fallait des arbres d'1 mètre, 2 mètres de diamètre, qu'il fallait les faire sécher pendant des décennies. Bref, beaucoup d'idées reçues qui sont très répandues. Et, y compris chez des gens qu'on pourrait croire sachants. Hein. Voilà, surtout de la part... Oui, il y a de nombreux grands architectes de renom qui font des ouvrages remarquables dans l'architecture contemporaine, mais qui ont, avec visiblement, qui ont véhiculé des idées préconçues sur les charpentes médiévales, et que la plupart des gens, malheureusement, ont aussi aujourd'hui. Voilà. Qui aurait pu nuire en fait au fait de vouloir la rénover, la refaire à l'identique. Voilà, c'est-à-dire qu'il fallait montrer que cette charpente du XIIIe siècle était une structure qui est, donc, comme je l'ai dit, très efficace, qui est pendant 8 siècles, qui n'a pas eu besoin de restauration parce qu'il n'y avait pas de défaut structurel, et que aussi en termes des bois à utiliser, ce ne sont pas des gros chênes qu'il faut sécher pendant des décennies, mais au contraire, pour 93% des bois utilisés, des bois de très faible diamètre. Donc des bois de 25 à 30 cm de diamètre, donc c'est relativement faible, et des bois aussi qui peuvent être courbes. Donc ce sont des bois qui sont assez sinueux parfois, donc des bois qui aujourd'hui ont une très faible valeur. Donc des bois qui sont donc jeunes aussi, qui ne sont pas des arbres âgés. La moyenne des bois utilisés sur la charpente de Notre-Dame, c'était des bois qui ont 60 à 80 ans maximum. Donc ce ne sont pas des arbres pluriséculaires. Ce ne sont pas des chênes de 200 ou 300 ans. Ce sont des arbres fins qui font 12 mètres de haut, donc c'est relativement normal, on va dire, pour un chêne. Donc ce ne sont pas des bois exceptionnels qu'il faut utiliser pour refaire ça. Et surtout, s'il faut refaire cette charpente à l'identique, ce que je souhaite, il faudrait la refaire avec des bois équarris à la hache, parce que ça ne fonctionnerait pas avec des bois scies. Voilà, expliquez-nous pourquoi, et un peu l'historique de ces bois équarris. Hein, on travaillait comme ça auparavant, et expliquez-nous pourquoi il faut le faire, et pourquoi aussi c'est une technique qui finalement est plutôt moderne, malgré ce qu'on pourrait imaginer. Voilà, donc on a toujours travaillé le bois avec le carissage à la hache. C'est une technique qui n'est pas forcément médiévale, puisque c'est quelque chose qu'on a même de tout temps, à toutes les époques. On a travaillé avec la hache pour équarrir les bois, et jusque dans les années 50. Nous décrire un petit peu la technique. Alors, il s'agit de transformer le tronc. Donc, on utilise... En fait, chaque poutre est en chêne. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre en chêne et le débiter en 4. Non, on garde le cœur du chêne au centre de la poutre. Et on va équarrir, c'est-à-dire on va façonner 4 faces, donc transformer la section le diamètre, la section circulaire du fût en section quadrangulaire. Donc on va retirer le minimum de matière, donc jusqu'à conserver l'aubier, voire même parfois l'écorce sur les arêtes, et donc retirer un minimum de matière de bois pour transformer donc en trou en une poutre. Et en supprimant très peu de matière, vous obtenez une poutre qui se conserve parfaitement et qui ne se déforme pas au séchage, contrairement à des bois sciés. Parce que quand vous faites en sciage, donc sur un banc de sciage, notamment pour des bois qui dépassent les 10 mètres de long, vous êtes obligé d'abattre des gros bois, forcément, parce que les arbres sont toujours plus ou moins sinueux, et du coup, vous êtes obligé de retirer beaucoup de matière. Et plus vous retirez de matière en bois, plus il va se déformer. Moins vous en retirez,
plus il sera stable au séchage. Donc c'est pour cela que, d'un point de vue mécanique, en bois équarri à la hache, est beaucoup plus stable, d'un point de vue mécanique, et aussi beaucoup plus résistant. Et aussi, autre faculté, c'est qu'en bois équarri à la hache, il est aussi flexible. Et ça, c'est très important pour des charpentes médiévales comme celle de Notre-Dame, puisque nous avons affaire à des fermes avec des chevrons qui font 12 mètres de long. Et il faut que le bois soit légèrement flexible pour pouvoir amortir les chocs, notamment liés aux ouragans et aux tempêtes. Et on l'a bien vu dans la charpente de Notre-Dame, cette flexibilité a permis justement d'encaisser les chocs. Si vous faites une charpente avec des bois rigides qui sont sciés et qui peuvent être cassants, eh bien vous avez des structures qui peuvent justement se briser. Ce discours, vous l'avez auprès des charpentiers, auprès des architectes, comment il est reçu ? Alors il est bien reçu dans la mesure où les charpentiers acceptent de faire de l'équarrissage. C'est une technique qui revient maintenant au goût du jour. Il y a de nombreux jeunes charpentiers qui aujourd'hui ne veulent plus travailler dans les grandes entreprises de charpente parce qu'ils font que du bois de scierie, mais qui montent des micro-entreprises ou des petites entreprises familiales pour retravailler et faire vivre ce savoir-faire traditionnel. Là, on est vraiment dans la charpenterie traditionnelle. Voilà, et ça, c'est ce que vous a appris, hein. C'est ce que nous apprend l'étude, mais c'est aussi, ça va plus loin, hein. On comprend bien qu'au plan technique, qu'au plan maintien de la charpente, c'est vraiment très important, cette différenciation que vous faites entre le bois équarri et le bois scié. Voilà, et surtout, c'est que ça permet, avec des bois équarris, d'avoir une structure qui est mécaniquement plus efficace, plus durable. Ça permet aussi de respecter aussi la matière première, c'est-à-dire que ça permet d'abattre des arbres de plus faible diamètre. Ça permet aussi d'avoir un chantier avec une empreinte carbone quasiment nulle, puisque ça permet d'éviter de transporter les grumes jusqu'à une scierie, de faire des manutentions, de retransporter la grume de la scierie au chantier. Donc voilà, ça limite aussi les frais, les coûts, même si ça demande un peu de temps quand même pour équarrir. Mais une poutre qui fait 12 mètres de long, en une journée, elle est taillée à la main. Et ça permet aussi aux charpentiers de retrouver l'amour de leur métier, parce que c'est très valorisant aussi pour les charpentiers de retravailler à la main, de façonner une charpente à la main. Donc c'est un travail vraiment artisanal, mais qui s'applique aussi à des très grandes charpentes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur justement la manière d'aborder aujourd'hui la reconstruction de cette charpente ? Et ce sera une petite conclusion. Je voudrais encore insister sur cette technique d'équarrissage qui est, je pense, très important pour la reconstruction de Notre-Dame, puisque c'est une approche qui est aussi très écologique et qui est aussi une technique d'avenir. Et comme je le disais, il y a énormément de charpentiers qui aujourd'hui s'y remettent. Et c'est un peu comme l'agriculture biologique. Il y a des freins qui sont davantage culturels que factuels, parce que c'est possible de faire. Et là, c'est pareil. On se rend compte qu'avec les charpentes qui sont faites avec cette technique-là, pour refaire des structures à chevrons formant ferme comme celle de Notre-Dame, eh bien, on obtient des ouvrages qui sont durables dans le temps, très économiques. Économie de matière. Économie de matière, avec une empreinte carbone quasiment nulle, et avec un plaisir de travailler, donc un travail qui est beaucoup plus humain, en fait. Et l'utilisation de bois feuillus. Hein. Et bien sûr, avec du chêne. Plutôt local en général. Est-ce que ces techniques sont aussi transposables à d'autres essences ? Bien sûr, dans les pays de l'Est, on travaille encore beaucoup à la hache et avec des sapins, des épicéas. Donc c'est une technique qui s'adapte bien sûr à tout type d'arbre. Et aujourd'hui, on a les savoir-faire pour Notre-Dame. Oui. Parce que vous disiez une journée, il va y avoir quelques poutres et quelques chevrons sur Notre-Dame. Et on a suffisamment de personnes qui savent encore travailler, qui réapprennent à travailler comme ça. Et l'objectif, ce qui serait bien, ce serait aussi que les charpentiers des grandes entreprises puissent se former à ces techniques. Je rappelle que la loi qui a été votée par Emmanuel Macron pour la reconstruction de Notre-Dame était consacrée à l'emploi de l'argent et des donations pour le chantier de reconstruction, mais aussi pour la formation des entreprises. Et il faut savoir que former un charpentier à l'équarrissage, au bas mot, c'est une semaine. Donc, c'est rien du tout. Et aujourd'hui, il y a des stages qui existent. Il y a des stages, on apprend... il y a des chantiers comme à Guédelon qui proposent des stages de formation pour l'équarrissage, comme en Bretagne, il y a des charpentiers qui le proposent. Donc, ce n'est pas quelque chose d'incohérent. On est en capacité de le faire. Et je pense aussi que pour les compagnons charpentiers, ça leur permettrait aussi de valoriser le savoir-faire traditionnel.
de la charpenterie française. Donc c'est aussi quelque chose qui doit être réenseigné aussi dans les écoles des compagnons charpentiers. Voilà. Eh bien, écoutez, merci d'être venu nous parler de votre travail et puis de cette importance de la différence qu'on peut faire entre le bois équarri et les bois sciés. Merci. Une émission à retrouver sur notre site Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont bien sûr le Forum Bois Construction et France Bois Forêt. Merci à vous et merci d'être venu jusque-là. Merci.